bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes le vendredi 23 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour, je suis heureuse d'être votre hôte pour l'épisode du jour. Tout de suite, les titres de votre actualité. Du neuf dans le projet de loi concernant la limitation des allocations chômage. L'exclusion au 1er janvier 2026 se fera par vagues successives. On va donc étaler ces exclusions sur 4 mois. Act for Wallonia se dit soulagée, mais pas forcément sereine quant à la situation économique des entreprises wallonnes. On a toujours une industrie européenne qui souffre. Dans la suite, vous retrouverez l'expert boursier et juste avant cela, la une du magazine Trends Tendance. Quel bilan tiré des 100 premiers jours de Bart de Wever ? Réponse dans Z sur 7. Z sur 7 à la une. Après avoir consulté le Conseil d'État, les partenaires sociaux et la Fédération des CPAS, le gouvernement a décidé d'adapter sa loi programme. La limitation des allocations de chômage à 2 ans sera bien mise en œuvre à partir du 1er janvier 2026, mais de manière progressive. Elle s'appliquera d'abord aux personnes sans emploi depuis plus de 20 ans. Le ministre de l'Emploi, David Clarinval, explique l'étalement prévu. Nous avions prévu une exclusion de plus ou moins 100 000 personnes, 115 000 personnes le 1er janvier. On va donc étaler ces exclusions sur 4 mois, 25 000 au 1er janvier, plus ou moins 45 000 au 1er mars et encore plusieurs dizaines de milliers au 1er avril. Le comité restreint des ministres a également décidé de ne pas appliquer la limitation des allocations pour les compléments de chômage. Les travailleurs continueront à en bénéficier à condition de prester au moins un mi-temps. On a souvent entendu les exemples de personnes qui travaillent dans la grande distribution ou dans les titres-services, mais qui ne sont pas à temps plein. Ils reçoivent un complément de NEM et la limitation dans le temps après 2 ans aurait été injuste pour ces personnes qui sont souvent des femmes, souvent seules, et qui n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir augmenter leur temps de travail. Ces ajustements réduiront les économies que le gouvernement Arizona espérait tirer de cette réforme. Initialement, il comptait dégager un solde positif de 900 millions d'euros en 2026. Au final, ce sera un peu moins. L'étalement de la première vague en 4 mois va coûter 300 millions, grosso modo, mais c'est du one-shot, donc ça n'aura pas d'impact structurellement. C'est un impact en 2026. Et puis les AGR, ça va coûter plus ou moins 50 millions, mais ça c'est du structurel puisque ce sera chaque année. Donc grosso modo, cela va en 26 coûter 350 millions. Des estimations qui devront évidemment être réévaluées par la suite. D'après David Clarinval, environ 180 000 personnes devraient être exclues du chômage l'année prochaine. Z sur 7 à la une. Un soulagement teinté de prudence. C'est le sentiment qui domine chez les patrons wallons, selon la dernière enquête conjoncturelle d'Act for Wallonia. L'organisation représente les employeurs privés en Wallonie et œuvre au développement d'entreprises compétitives et durables en Wallonie. Notre région semble avoir évité le pire grâce à une stabilisation de l'activité économique, mais le véritable redémarrage tarde encore. Pour Frédéric Panier, le CEO d'Act for Wallonia, on oscille entre le ouf et le bof. Alors ouf, pourquoi ? Parce qu'on a évité le pire. Avec la situation internationale, singulièrement tous les débats sur les tarifs douaniers au niveau international et en Amérique en particulier, on craignait une récession potentielle. À ce stade, on semble l'éviter. Alors ceci dit, c'est ouf, mais c'est aussi bof. La croissance s'affaisse. On est à 0,9% de prédiction de croissance. C'est en baisse par rapport à ce qu'on avait prévu avant. Et c'est toujours plus bas que pas mal d'autres économies. Plusieurs obstacles freinent encore la compétitivité réelle de la Wallonie. La lourdeur administrative, le coût du travail et de l'énergie, mais surtout les difficultés de recrutement, malgré la présence de 247 000 chercheurs d'emploi. À ce titre, Act for Wallonia attend avec impatience la mise en œuvre des réformes portées par le gouvernement Arizona, ainsi que la refonte du Forem.
Il faut à la fois mieux accompagner des demandeurs d'emploi, singulièrement, puisqu'il y aura une limitation dans le temps des allocations de chômage, il faut accompagner mieux, plus vite, plus souvent. Il faut également mieux former nos travailleurs vers les métiers en pénurie. Pour ça, il faut une évolution de tous les acteurs de l'emploi. Ça commence effectivement par le Forum, qui va devoir accompagner plus et plus vite. Car si les entreprises wallonnes ont su faire preuve de résilience face aux menaces douanières américaines, elles demeurent fragiles, d'autant que d'autres risques continuent de peser sur elles. Olivier Pauwels, économiste en chef d'Act for Wallonia. On a toujours une industrie européenne qui souffre et à cela s'ajoute vraiment un risque des tensions sino-américaines. Si il y a une escalade des tensions et que les produits chinois ne peuvent plus être écoulés sur les marchés américains, il y a vraiment un risque que ces produits viennent inonder le marché européen et viennent créer une concurrence assez dure pour nos entreprises européennes qui souffrent déjà. Pour toutes ces raisons, si Act for Wallonia accueille favorablement les réformes engagées par le gouvernement, elle estime néanmoins que des efforts supplémentaires sont nécessaires sur plusieurs fronts, notamment en matière de réduction des charges liées au coût du travail et de soutien face au prix de l'énergie, parmi les plus élevés d'Europe. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête en journaliste en dévoile les coulisses. Aujourd'hui, Camille Delannoy reçoit Baptiste Lambert, journaliste Trends Tendance. Le gouvernement fédéral de Bart De Wever fête ses 100 jours. Alors que la coalition et le cap semblaient clairs au lendemain des élections, l'Arizona connaît des débuts poussifs. Oui, c'est ça. Les résultats étaient clairs. On devait avoir une coalition homogène. Mais très vite, ça c'est un petit peu compliqué. Alors Bart De Wever, il promet du sang et des larmes depuis un certain temps, ce qui lui est d'ailleurs parfois reproché dans sa communication un peu pessimiste, on va dire, un peu churchillienne. Mais en fait, on n'en voit pas encore vraiment la couleur du sang et ni les résultats. Donc, si on prend un exemple, il y a le budget, et dès le premier projet de budget 2025, qu'est-ce qu'on voit? Un dérapage de 5 milliards supplémentaires, en plus que ce qui était prévu. Alors, bien sûr, il y a les dépenses de défense, mais au-delà de ça, même à l'horizon de la fin de la législature, on a interrogé 3 économistes, un politologue, et il n'y a plus vraiment grand monde pour croire qu'il y aura un retour à l'équilibre budgétaire. Le problème, c'est surtout que l'Arizona, en fait, surestime les effets retour de ces politiques. C'est bien ça? Oui. Alors, il y a d'abord l'Arizona, elle espère 8 milliards d'effets de retour. Comment? C'est principalement grâce à ces politiques de remise à l'emploi des chômeurs de longue durée et des malades de longue durée. Et là, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est tombé en début de semaine et qui étrille littéralement les méthodes de calcul de l'Arizona et les ambitions qui sont un petit peu trop importantes. Alors, juste quelques chiffres, mais ils espèrent remettre 300 000 emplois en plus. C'est beaucoup plus que sous les précédentes législatures, alors que le contexte économique est moins bon. Les prévisions de croissance sont moins bonnes, donc c'est très optimiste. Et alors, petit point 2, les malades de longue durée, on risque d'en avoir 600 000. Voilà, il y a une politique de Frank Vandenbroek pour essayer de les réduire, mais il y a toute une autre série de mesures qui va normalement augmenter ce nombre de malades de longue durée. Alors, c'est la limitation des allocations de chômage, c'est la fin des prépensions, c'est le durcissement de l'accès à la pension, c'est encore, la facilitation du travail de nuit ou de week-end. Presque mécaniquement, ça augmente le nombre de malades de longue durée. Donc, ça va être compliqué aussi là. Et aujourd'hui, l'Arizona, elle est confrontée aussi à toute une série d'oppositions face à son gouvernement, notamment les grèves qu'on connaît à répétition. Il y a aussi une certaine logique de confrontation au sein même, finalement, de l'Arizona dans la communication. Oui, c'est ça. Mais en fait, le principal exemple, on peut dire, c'est la réforme des pensions. Donc, on a l'Arizona qui, plutôt qu'expliquer une réforme globale, et qui plutôt que d'expliquer que voilà, on va dans le mur avec les pensions à cause du coût du vieillissement, elle est dans une logique de confrontation avec certains secteurs. Donc d'abord, il y a eu les magistrats, d'abord les cheminots, puis les magistrats, puis les professeurs d'université, où en fait, chaque plus petits accords se confrontent à chaque secteur et il y a des refus en face, plutôt que
de faire passer la réforme dans sa globalité en expliquant les tenants et aboutissants. Donc si on fait le bilan rapide de l'Arizona, le budget, on n'y est pas. Les politiques de retour à l'emploi, c'est assez optimiste, voire trop optimiste. Il y a la réforme de pension, il y a vraiment cette confrontation et notamment dans la rue avec les manifestations. La taxe des plus-values, ça doit encore être tranché. Le budget de la défense, ça doit être encore tranché. Donc ces 100 premiers jours qui auraient pu être un moment de grâce, et en tout cas en début de législature, c'est là que la coalition est la plus homogène. On voit que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Un dossier de Baptiste Lambert à retrouver dans le magazine Trends Tendance, paru hier. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Votre expert boursier du jour est Olivier Gaillardin de BNP Paribas Fortis. Débutons cette revue de l'actualité économique avec les chiffres des demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis. Effectivement, c'était aujourd'hui les publications hebdomadaires de demandes de chômage aux États-Unis. C'est un chiffre qui était finalement plutôt bon parce qu'on a eu seulement 227 000 demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis par rapport aux 230 000 attendus. C'est surtout assez positif parce qu'on est dans un contexte à l'heure actuelle où vous avez vraiment une divergence entre d'une part les données soft, vraiment les indicateurs de sentiment, et les hard data, donc vraiment les données réelles. Et c'est vrai que si vous posez la question à l'heure actuelle à un citoyen américain, il va vous dire que le marché de l'emploi c'est très compliqué, c'est très mauvais. Alors qu'en soi, à l'heure actuelle, au niveau du marché de l'emploi, les données sont plutôt bonnes pour le moment. Cette divergence entre les données hard et soft se manifeste-t-elle aussi au niveau de l'inflation ? Alors effectivement, d'une certaine façon, on le retrouve au niveau de l'inflation parce que rappelez-vous, les derniers chiffres au niveau de l'inflation étaient plutôt bons. On avait une inflation, si on prend l'inflation hors éléments volatiles, donc le prix du pétrole et le prix des biens alimentaires étaient plutôt à 2,8%. Donc rien d'alarmant, mais c'est vrai que le citoyen américain lui estime que l'inflation sur l'année sera plutôt autour des 7%. Alors c'est vrai que sur ces données réelles au niveau de l'inflation, on n'a pas encore énormément d'informations. Il y a pas mal de brouillard, notamment quant à l'impact des tarifs sur le produit des biens, les prix des biens aux États-Unis. Retour chez nous en Europe avec les dernières publications des indices PMI. Les indices des directeurs d'achat se sont révélés plutôt décevants. Alors c'est vrai, ces indicateurs PMI, c'est vraiment finalement ces indicateurs avancés sur la santé de l'économie. Quand on est au-dessus de 50, on est en zone d'expansion, en dessous de 50 en phase de contraction. Là, pour le mois de mai, ces PMI en zone euro ont atteint 49,5, donc vraiment en phase de contraction, expliqué essentiellement en fait par PMI des services, donc l'activité des services qui a fortement déçu, notamment en Allemagne. Alors, ça s'explique par un élément, c'est évidemment les tarifs, mais c'est pas vraiment l'impact des tarifs en tant que tel, mais c'est plutôt l'incertitude qui est générée par les tarifs qui engendre finalement des PMI des services assez décevants, surtout dans un contexte en Allemagne où vous avez vraiment des plans budgétaires et fiscaux très massifs qui vont impacter normalement positivement l'économie, mais on le voit, ça ne se reflète pas encore au niveau du sentiment des entreprises dans les carnets de commandes, et c'est pour ça que ça ouvre clairement la voie à la Banque Centrale Européenne pour continuer à faire des baisses de taux parce qu'ils doivent soutenir l'économie européenne. Merci pour votre tour de l'actualité journalier, merci à vous pour votre fidélité et demain matin nous serons de nouveau à votre écoute. À quoi va servir cet épisode, Béatrice ? Ce samedi, vous retrouverez Anne Marchand en compagnie d'Hamid Faljaoui. Je vous souhaite une belle fin de semaine et déjà un bon week-end. Merci d'avoir consacré quelques minutes à Z sur 7 et à bientôt.